Hop. Bonjour à tous, chers auditeurs. On vous retrouve aujourd'hui pour le 34e épisode du Calisthenics Science Podcast. Le dernier épisode était il y a 3 mois, ce qui vous a laissé le temps de catch-up, parce qu'on a quand même fait pas mal d'épisodes et c'est peu et tout la raison pour laquelle on n'était pas ici en fait. C'était peu et tout la raison. Au moins comme ça, vous avez eu le temps de tout regarder, mais c'est pas ça la raison particulière. On avait d'autres priorités que le podcast et on vous laissait également le temps d'avoir des nouvelles questions parce que lorsqu'on faisait des épisodes assez resserrés, on avait souvent des questions qui se répétaient. À croire que vous ne regardez pas tous les épisodes, ce qui est honte à vous. Et là, on revient avec une flopée de questions. Pareil, on fera ça en 2 épisodes distincts parce qu'on a 6, 7, 8 questions peut-être. Et certaines questions qui vont prendre du temps. Ouais, des questions assez complexes. Donc, on part sur un épisode assez court, mais un prochain suivra très prochainement. Donc là, on est sur le 34, le 35 arrivera très bientôt. Pour ma part, ça fait également un moment que j'ai pas sorti de vidéo YouTube. C'était un vlog la dernière fois. Je prévois pas sur le court terme de refaire des vidéos, même si ça reviendra forcément à un moment ou à un autre. Pour le moment, je ne prends plus de clients, mais je vous tiendrai au courant sur Instagram quand je reprendrai des clients. Parce que quelque chose va changer. Et je serai en mesure de prendre plus de clients avec d'autres méthodes, une autre organisation, ce qui va être très prometteur pour vos résultats et ma popularité, entre autres. Bonjour Alexandre, bienvenue sur les Calisthenics Science Podcast. Ça fait longtemps. D'ailleurs, je me rappelle de notre dernier épisode, même si on a eu beaucoup de priorités différentes juste après celui-ci, on avait dit, ça faisait 2 mois qu'on n'avait plus fait de podcast, on est reparti maintenant, c'est bon. Et puis, non, la roue n'était pas encore assez lancée. Donc, ça fait plaisir de la relancer maintenant, malgré encore beaucoup d'autres priorités. Du coup, on gère comme on peut niveau timing, organisation, etc. Parce que de mon côté, j'ai toujours été, on va dire, semi-actif, toujours actif, peut-être pas autant que je voudrais. Moi, j'essaie toujours proposer du contenu, si vous avez pu le voir. Mais voilà, c'était l'occasion de relancer le Calisthenics Science Podcast parce que on peut vraiment faire du bon contenu en répondant à des questions de manière très vague et très professionnelle, comme on le fait si bien. et c'est cool d'avoir eu des bonnes questions pour le retour de ce podcast. Franchement, ça fait super plaisir. Des belles questions très intéressantes. Donc, on va tenter d'y répondre au mieux. Ok, alors on va commencer immédiatement par une question de Kenzo qui vous demande quel est l'impact de la musique sur la performance. Donc, on imagine que là, il nous parle d'une performance en calisthenics, peut-être un maximum de reps au poids de corps, en traction, peut-être une performance Encore à sauter. De force. Donc, sur un effort de musculation a priori, plus que sur une tâche cognitive ou autre. Alexandre, qu'est-ce qu'on sait de ça? Yes. Là, je t'avoue que j'ai même pas été regarder l'étude que j'avais vue il y a quelques temps là-dessus. Donc, de ce que je me rappelle, c'est qu'il n'y avait pas tellement. Déjà, le setup expérimental est très compliqué à mettre en place. C'est pas un sujet facile à étudier. La méthodologie est pas évidente non plus. Mais je crois ils utilisaient quand même des échelles en fonction de l'intensité de la musique, les battements par minute, des choses comme les préférences des sujets. Ils avaient regroupé certaines catégories de musique, des musiques plus violentes, moins violentes. Et je pense que c'était surtout sur une épreuve d'endurance. Je crois pas que c'était sur une épreuve de résistance, cette étude-là. Et sur l'étude d'endurance, globalement, je crois que la performance n'avait pas du tout été impactée, mais il y avait un marqueur de ressenti de l'effort qui était plus atténué sur certains athlètes. Du coup, ils ont perçu leur effort un peu plus, un peu moins stressant, un peu moins dur à tolérer, quoi. Donc la course est peut-être passée plus vite, ils avaient peut-être plus de flow, quoi. Pour l'endurance, ça arrive plus souvent. Donc voilà. Après, sur la résistance, je pense qu'on avait aussi une étude, mais je l'ai pas en tête. Et je crois que aussi dans cette étude-là, il y avait beaucoup de variantes entre les sujets, quoi. Donc c'était pas
Voilà, je pense que c'est très, très individuel. Maintenant, je pense qu'il y a certains. Là, Kenzo me demandait si aussi ça nuisait à la performance. Je pense que non. Et voilà, et en se demandant aussi si être à l'écoute de son corps, c'est beaucoup plus intéressant ou pas. Je pense que voilà, ça, c'est plus une réponse personnelle, pas basée sur la science. Clairement, je pense qu'une musique bien entraînante, bien dynamique, avant de taper une perf, ça peut être intéressant. Je pense que c'est bien aussi de mettre des musiques bien entraînantes avant d'un lift, par exemple. Boum, on écoute une grosse musique hardcore, boum, on l'enlève, on se met en mindset, on écoute un peu ses feelings du corps, de son corps, et puis on y va. Et je pense qu'il faut, si on fait ça en compétition, il faut s'entraîner à le faire a priori. Donc peut-être dans ces phases de picking ou dans ces phases avant d'envoyer vraiment un truc solide, se mettre un peu dans les mêmes conditions, voir comment on réagit, tester et pouvoir le réappliquer. Maintenant, on peut prendre l'inverse aussi, hein, mettre une musique hardcore lorsqu'on s'étire ou quoi. Je pense que ça peut être un peu plus compliqué. Ou si c'est plus une séance peut-être dans l'endurance musculaire, hein, si vous faites un effort d'une minute, voire plus, faut éviter d'envoyer la patate directe, donc ça dépend aussi. Je crois que les deux sont intéressants, de savoir écouter son corps, savoir se focus sur ses sensations, son ressenti, et en même temps être hyper vénère, ça peut vraiment dépendre des gens, quoi. Donc Morgane, je sais pas si tu avais l'étude. Voilà, je suis en train de la rechercher. Alors, je trouve pas exactement celle que je cherchais qui était sur masse, mais là, de ce que je retrouve, donc dans la majorité des protocoles, il compare l'écoute d'une musique choisie à l'écoute d'une musique non choisie, donc d'une musique préférée à une musique non préférée par les sujets, et ça dépend à la fois du type d'exercice et de la fourchette de répétition. Euh, alors, j'ai pas tout écouté ce que tu as dit parce que j'étais dans mes recherches, mais il me semble que tu as dit que pour les efforts d'endurance, c'était un peu préférable. Et oui, là, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai relu, c'est plutôt sur les efforts de performance que ça fait une différence. Certainement parce que ça aide à tenir, quoi, ça aide à la volonté, alors que sur des efforts un petit peu plus courts, qui dépendraient un petit peu plus strictement de physiologiquement êtes-vous en mesure de faire cet effort, il y a une moindre différence. Ouais. Et c'est pas sur tous les mouvements qu'on voit une différence de performance, c'est surtout sur des mouvements explosifs et sur des mouvements un peu moins techniques, parce que je pense qu'il peut y avoir un effet délétère Ouais. si la musique, il y a un mot anglais pour ça, ils disent arousal, je ne sais pas si je le prononce bien, A-R-O-U-S-A-L, je crois. Ouais. C'est un état un peu d'excitation, un peu d'énervement, et il faut le doser suffisamment bien. De la même façon qu'il faut bien doser le stress pour performer au mieux. Si vous êtes trop peu stressé, vous êtes indifférent. Si vous êtes trop stressé, vous perdez vos moyens. Et du coup, pareil avec l'arousal. Si vous êtes trop haut sur ce spectre-là, et ben vous allez simplement être trop peu concentré, trop hypé, on va dire, voilà, en écoutant du métal avant votre délift. Et à l'inverse, si la musique ne vous hype pas assez, ne vous excite pas assez, eh bien vous risquez peut-être de sous-performer et de manquer de cette motivation court terme, de ce petit boost éphémère. Donc ça dépend du type de musique, ça dépend du type d'effort, et de toute façon, bah oui, ça dépend des préférences de l'individu. Ça dépend de ça dépend leur comportement, je dirais. Ça dépend de leur nature. Alors certaines personnes aiment juste écouter quelque chose pendant leur entraînement pour ne pas être concentrés sur le reste. Mais ils peuvent écouter, par exemple, des podcasts. Et écouter des podcasts, comme le nôtre, ça leur permet juste de rester dans leur bulle pendant leur entraînement, mais ils n'ont pas le besoin d'avoir cette piqûre de hype avant chaque série pour performer au mieux. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin de faire des séries RPE10 sur chacun de vos exercices, à chacune de vos séances, pour vous entraîner de façon productive. Moi, je trouve toujours ça marrant.
certains se reconnaîtront, et certains powers de ma salle, avant leur série, vraiment, ils se mettent dans un état de transe particulier, donc avec de la musique, avec presque une certaine chorégraphie dans la façon dont ils vont se mettre dans la manisi, dont ils vont mettre leur ceinture, etc. Ils mettent aussi un point d'honneur au fait qu'il y ait personne qui passe devant eux avant qu'ils fassent leur lift. Et je pense que tout ça, c'est un petit peu de la sacralisation, comment dire? Oui, c'est ça. C'est la sacralisation. C'est vraiment chercher à avoir sa routine et en faire un petit peu trop, presque même chercher l'attention des autres avant sa série. Alors que je pense que dans bien des cas, si ces personnes étaient toutes seules chez elles à faire leur série, il n'y aurait pas tout ce rituel, il n'y aurait pas toute cette sacralisation et ils auraient des performances assez similaires. Donc, il y a également quelque chose, c'est que c'est dur d'annuler cet effet dans les études. Lorsque, bon, qu'on leur dise ou pas, ils se rendent bien compte que les deux musiques différentes qu'on leur fait écouter au sujet, c'est fait exprès pour qu'il y en ait une qui les désintéresse et une autre qui les intéresse, voire même c'est eux qui ont choisi la musique qui leur plaît. Donc ils se rendent bien compte que le design de l'étude est fait pour idéalement trouver une différence de performance entre l'écoute des deux musiques. Et donc d'ailleurs, il y a cet effet dans les études qui est que les études qui ne montrent rien ne sont pas publiées, en fait. Pas toujours, mais une étude qui conclut rien de particulier, qui conclut rien de fabuleux, Ouais, qui n'est pas. ça va être moins vendeur qu'une étude qui met en valeur une différence statistiquement significative qui va être révolutionnaire. Donc, parmi les études qu'on a qui nous indiquent que ça peut faire une petite différence, il faut aussi garder en tête qu'il y a eu certainement pas mal de protocoles expérimentaux qui ont été faits, qui n'ont pas montré de différence, mais qui ne sont pas allés jusqu'à la fin de la publication parce que c'était pas très vendeur de sortir ça. Donc la recommandation, c'est d'écouter de la musique si vous en avez envie. Si vous pensez que vous, individuellement, ça va dans le bon sens pour votre performance. Et je pense aussi qu'il n'y a pas de souci à écouter autre chose que la musique, comme un podcast ou tout autre contenu, si ça peut simplement vous permettre de rester dans votre bulle, de rester concentré et de ne pas dévier de la structure de votre séance. Ouais. Après, un podcast et tout, si tu es dans la mémorisation pendant tes séries et tout, c'est quand même un peu plus compliqué. Enfin, je pense, hein, je parle pour ma part, mais je me vois mal essayer d'écouter un podcast et de concentrer dessus et en même temps me concentrer sur ma technique pendant un exercice ou quoi. Oui, vous pouvez peut-être mettre en pause votre podcast pendant les séries. Dans la série, limite. C'est vrai que ça Moi, j'écoute parfois les podcasts pendant mes séances d'entraînement et oui, ça dépend des exercices sur des mouvements mono-articulaires d'isolation. Je peux continuer d'écouter, mais sur certains mouvements plus techniques, mais surtout sur des mouvements, disons, plus dangereux, je mets en pause le podcast. Et il y a également la langue qui joue un rôle sur ça. Je pense que c'est bien plus simple pour la majorité des personnes d'écouter et de comprendre un podcast en français plutôt que d'écouter et de comprendre un podcast en anglais, surtout lorsqu'il y a une autre tâche à faire, en l'occurrence rater les singles en dips. C'est une tâche très importante. Et est-ce que tu aurais des musiques à conseiller pendant ton entraînement pour augmenter la performance? Ah oui, alors on va parler des goûts musicaux. Alors j'ai une playlist que j'écoute moins en ce moment parce que je fais pas de handstand en ce moment, qui s'appelle Rose to Handstand, je crois. Ou non, qui s'appelle Two Step from Handstand. Du coup, c'est principalement du Two Step from Hell. Donc c'est des musiques orchestrales un petit peu épiques, Ah, c'est qui génial. semblent être des musiques de film, mais ils font pas de musique de film, ils font juste des musiques orchestrales pour eux, mais qui semblent raconter des récits comme des vraies musiques de film, type Orature et tout. Et oui, dans ces playlists, il n'y a pas que du TSFH.
Il y a également du Howard Shore, du Audio Machine, plein d'autres choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'écoute. Le reste du temps, j'écoute beaucoup Caris. Hein. J'écoute beaucoup Caris pendant les séances. J'ai une playlist qui s'appelle Carisou, que vous trouverez peut-être sur Spotify. Je dois avoir une 60aine de musiques. Voilà, je suis l'agent de Caris. Et je connais toutes ces chansons par cœur. Hein. J'ai écrit la moitié des explications de ces paroles sur Rap Genius. Et ouais, il me motive bien pour mes séances. Ouais, c'est plus pour rester concentré, pour avoir quelque chose dans mes oreilles que vraiment pour méga hypé pour des séries, puisque ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis très très feignant sur mes séances et que j'essaie d'avoir des gains marginaux avec les séances les plus simples possibles. Ouais, je suis un peu dans le même style musical que toi aussi. Hein. J'écoute pas mal de rap et de la musique épique aussi. Parfois du rock, parfois de la bonne techno, parfois un peu plus hardcore aussi. Et c'est vrai que moi j'aime bien varier un peu en fonction de mes entraînements. Parfois j'en ai quand même qui sont assez difficiles. Et je remarque par exemple quand c'est dans un entraînement un peu plus chill et tout, je mets plus facilement du rap ou quoi. Et par exemple quand je suis en semaine 4-5, que ça devient assez rude, j'aime bien me mettre vraiment à fond dedans en mode guerrier et j'écoute une grosse musique épique. Et là je suis vraiment dans ma bulle en train d'écouter une bonne musique épique. Faire un combat dans ma séance et tout, même si sans aller à l'échec ou faire des trucs comme ça, restant assez clean, mais c'est vraiment une bonne manière. Et puis souvent, c'est vrai que vu que je mets la musique, si vous entraînez bien, en général, vous vous filmez aussi. Donc, pas tout le temps, mais sur quelques séries. Donc, j'aime bien mettre de la musique sur mon téléphone. Et puis, dès que je me filme, il n'y a pas la musique qui est en même temps. Et donc, ça permet aussi de couper un peu le truc. Donc, d'avoir ça hype avec la musique, puis de se filmer. Et voilà, comme ça, on a une bonne intention pendant sa série. Même si on va jamais, même si on essaie d'avoir des RPE assez faibles ou quoi, la concentration est quand même et l'intention de bien réussir sa série est quand même très importante. Donc voilà, il faut quand même rester. Il faut quand même je trouve que la musique peut t'aider quand même à mettre plus d'intention et de concentration, pas forcément que chercher à bourriner sur son lift. Bref, voilà pour la musique. Je pense que on a bien dit. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Alors, prochaine question. Quels sont les conseils pour débuter le calisthenics à 30 ans? Ou débuter si on écrit comme Morgan. Ah, j'ai écrit la question débuter. Ouais. Dédicace à tous les distributeurs de France, Belgique, les distributeurs de billets. Donc, c'était bien débuté. Alors, la question est assez marrante parce que 30 ans, c'est pas si vieux que ça en fait. Hein. C'est pas si vieux que ça. Alors évidemment, l'auditeur qui a posé cette question va se dire oui, mais c'est deux jeunes petits cons. Ils sont plus jeunes que moi. Ils savent pas encore qu'avec l'âge, on dépérit un petit peu. Alors, déjà, principalement, comment dire, les difficultés à récupérer et la sarcopénie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, donc la perte de masse musculaire avec l'âge, je crois que c'est ça le terme. C'est surtout un phénomène observable quand on compare des jeunes sédentaires à des vieux sédentaires. Mais entre des jeunes sportifs et des vieux sportifs, ça s'amenuit énormément. Donc, ces difficultés-là qui surviennent avec l'âge, c'est surtout le cas si vous n'êtes pas actif. Mais si vous êtes actif depuis longtemps, ou si vous commencez à être actif maintenant, ça va juste être plus compliqué au début. Mais grosso modo, on joue tous avec les mêmes règles du jeu. Bon, individuellement, il y aura quand même des petites différences. Puis l'âge est une variable à prendre en compte, évidemment. Mais les mêmes principes s'appliquent pour tout le monde. Donc, peu importe votre âge, comme tout le monde, pour prendre du poids, vous allez devoir être en surplus calorique. Pour perdre du poids, vous allez devoir être en déficit calorique. Comme tout le monde, pour progresser en force, vous allez devoir effectuer une surcharge progressive au fil des séances. Comme tout le monde, plus vous êtes avancé, plus vous allez bénéficier d'un volume d'entraînement élevé, etc. etc. Donc les principes fondamentaux s'appliquent à tout le monde. Et
je pense simplement que plus on est âgé, plus il faut respecter à la fois les blessures passées qu'on a déjà eues, qu'on a eu le temps d'accumuler, et plus il faut respecter nos capacités de récupération actuelles, qui sont un petit peu plus faibles que celles des individus plus jeunes, surtout si vous n'avez pas un historique d'entraînement. Mais c'est les mêmes principes qui s'appliquent pour tout le monde. Donc, les conseils que je donnerais à notre auditeur, ce serait de commencer doucement en termes de volume, donc faire peu de séries, faire peu de quantité au global, de commencer également avec des intensités relatives assez faibles, donc un faible pourcentage de son ARM, pas aller sur des séries très courtes si on reste sur du poids de corps, donc qu'on ne parle pas de pourcentage sur ARM, et également respecter, comment dire, respecter le fait que, en plus d'être plus âgé que beaucoup de gens, si on se considère comme âgé, il y a aussi le fait que vous n'ayez pas été actif pendant les précédentes années de votre vie. Voilà, je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut le penser, parce que si vous commencez le calisthenics à 20 ans, il y a des chances quand même que pendant votre jeunesse, votre adolescence, vous ayez pratiqué d'autres activités, alors que souvent les activités de sport de club, on les quitte à la fin de l'adolescence, quand on commence à devenir adulte. Donc, il y a aussi ça. Plus vous êtes âgé, moins il y a de chances que vous pratiquiez encore ou que vous ayez pratiqué récemment un sport en club ou autre. Et il faut aussi prendre ça en compte dans l'équation, parce que ça impacte vos capacités de récupération. Donc, je répète, commencez avec un volume un peu plus faible que si vous étiez plus jeune. Commencez avec des intensités relatives un peu plus faibles que si vous étiez plus jeune. Et pensez au fait que, en plus d'être plus vieux, il y a aussi des chances que ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, vous ayez été moins actif que votre voisin qui a 10 ans, 20 ans de moins que vous. Yes. Voilà tout. Alexandre. J'aimerais rajouter que le calisthenics, c'est un sport de force, un sport de résistance. Et souvent, dans les sports de résistance, de force, c'est des sports un peu à maturité tardive, qu'on dirait. Et donc, on peut encore performer à haut niveau, on va dire, jusqu'à 40, 45 ans presque. Je crois que la moyenne, la force de l'âge, c'est même presque à 30 ans. Mais ça dépend beaucoup des années de pratique qu'on a eues auparavant. Donc, quelqu'un qui s'est entraîné de 15 ans, à partir de ses 15 ans, il sera son pic sera peut-être plus tôt, où il aura déjà assez d'années pour pouvoir performer à haut niveau plus tôt. Mais on peut quand même continuer à durer dans le temps jusqu'à 40-45 ans. Parce que la sarcopénie, la chute de la testostérone, du coup, la sarcopénie, l'ostéoporose et tout, ça revient, bon, c'est un peu plus tard ça, mais chez l'homme, ça revient vraiment assez tard. Donc, mais maintenant, il y a d'autres choses à prendre en compte, le stress, le fait qu'on était sédentaire ou non. Mais voilà, il faut vraiment pas se décourager. Je pense que même à 30 ans, si on n'a plus fait de sport depuis ses 20 ans et qu'on s'y remet, on peut encore continuer à progresser jusqu'à 40, 50 ans facilement. Il y a peut-être une autre notion à prendre en compte, c'est que en calisthenics, on fait beaucoup de mouvements à bras tendus qui sollicitent un peu plus les articulations et ça prend beaucoup de temps à se conditionner. Euh, donc peut-être que si vous avez fait pas mal de sport, mais pas forcément de la calisthénie, des mouvements spécifiques bras tendus, qui demandent beaucoup de pratique aussi, des handstands aussi. Si vous n'avez pas beaucoup l'habitude de travailler votre corps dans l'espace, votre système vestibulaire, ça va peut-être prendre plus de temps à développer à 30 ans qu'à 20 ans. Du coup, si vous débutez, il faudra être beaucoup plus patient. Et si vous débutez, mais vous avez été un peu plus sportif, soyez patient aussi, parce que parfois on est très vite fort. Si on a des facilités, parfois on va débuter, mais on va avoir des facilités pour les sports de force, et on risque de vite progresser. Mais si on progresse vite, il faut prendre en compte aussi que ces articulations peuvent progresser un peu moins vite que ces muscles, et faire attention à ça aussi. Et sa récupération, plein d'autres choses. Donc voilà, Morgane avait bien cité ça avant. Mais voilà, bref, ne perds pas espoir, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui ne peut être que bénéfique de commencer à 30 ans
Et 30 ans, c'est clairement pas vieux, quoi. Donc, voilà. Ok, on va faire une troisième question. Et après, ce sera quasiment déjà la fin de ce podcast. La suite viendra dans un prochain épisode qui arrivera bientôt, dans moins de quelques mois. Alors, on a une question de Arthur Schlumpf qui nous demande, pour améliorer son ARM en pull-up, est-il judicieux d'améliorer et de travailler son explosivité d'exécution? Point d'interrogation. Yes, c'est toujours ça dépend évidemment de ce qu'on a fait, de son expérience, etc. De manière générale, l'intention d'être rapide sur un mouvement de force, c'est toujours l'intention qu'on cherche à avoir. Euh, Maintenant, la vitesse, ça va carrément dépendre de son ARM. Et son ARM peut aussi s'améliorer avec la vitesse. Donc, ça va être très individuel aussi. Euh, Par exemple, et ce qui serait intéressant, c'est aussi de savoir mesurer l'amélioration de sa vitesse si on commence à l'entraîner. Et ça, c'est pas évident. Donc, maintenant, il y a beaucoup de machines qui existent pour ça. Euh, et voilà, dans les études aussi, on peut voir vraiment des gens qui sont beaucoup moins répondeurs à la vitesse que d'autres. Il y a des personnes qui pourraient s'entraîner quasiment que comme ça et progresser longtemps sur leur 1RM. Et il y a des personnes où on va leur mettre un protocole de vitesse, d'explosivité, et ça va pas du tout s'améliorer. Maintenant, moi, je pense que travailler ça sur certaines parties dans le mouvement, ça va être vraiment hyper intéressant. Admettons, sur la traction, souvent ce qui est difficile, c'est pas le start, c'est le closing. Donc à la fin, essayer d'amener le menton au-dessus de la barre. Euh, je pense que parfois travailler à charge sous max et tirer normalement et essayer d'accélérer sur la fin, là, ça pourrait être hyper intéressant. Ça, c'est un truc qui marche pas mal. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis par le protocole basique, hein, quand on veut vraiment travailler plutôt son explosivité, on va travailler à 60% de son RM par exemple. Même si parfois on ne calcule plus vraiment comme ça qu'on essaye, mais voilà, peut-être aller sur du RPE 5 et, euh, et vraiment tirer très très rapidement. Faire un 6x6 par exemple avec beaucoup de récup pas du tout accepter la dégradation. Même on peut aller sur 5 série de 3 par exemple, ça se travaille aussi maintenant. Je crois que le 6x6 c'est un protocole qu'on utilisait beaucoup plus avant, mais je pense que maintenant vraiment pour être purement dans l'explosivité et la fraîcheur, c'est mieux d'aller sur peut-être moins de reps, quitte à aller peut-être un peu plus lourd. Euh, et ça peut clairement permettre de l'améliorer. En tout cas, ça maintient énormément les performances. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi de parfois diminuer ça on peut être surpris de voir que les performances se stagnent ou s'améliorent grâce à ça. Chez certaines personnes, ça risque de stagner, chez certaines personnes, ça risque de s'améliorer. Je pense que chez peu de personnes, passer sur un protocole de vitesse ou d'explosivité vous empêchera de progresser. Après, je pense qu'on peut aussi le faire en coordination avec l'augmentation de sa force. On peut faire par exemple la périodisation ondulatoire où on va faire une séance de vitesse, d'explosivité et une séance de force. Et une séance d'explosivité, par exemple, peut potentier une séance de force dans la périodisation ondulatoire. Si vous entraînez le lundi, mercredi et le vendredi, que le vendredi vous faites une séance de force et mettre de l'explosivité le mercredi peut potentier votre force du vendredi ou même la veille, par exemple, si vous restez assez léger. Et donc voilà. Je sais pas si tu as d'autres remarques sur la vitesse. Alors, je trouve que ça fait à peu près un an qu'on voit des athlètes de streetlifting mettre en avant le fait qu'ils fassent des séances
entre guillemets power, alors pas power dans le sens powerlifting, power dans le sens explosivité, dans le sens puissance. Et je pense que ça a développé cette fausse conception des choses, qui est que indirectement, devenir explosif vous rend fort. Alors en fait, il y a deux choses dont Alexandre a parlé, c'est que, un, pour les gains de force, il faut chercher sur chaque série, sur chaque répétition, à être le plus explosif possible, hein, donc sur la phase concentrique. C'est quelque chose qui est avéré, hein, ça vous rend plus fort, enfin, ça optimise vos gains de force, le fait de chercher à être explosif sur vos phases concentriques. C'est un peu moins important pour l'hypertrophie, mais ça reste bénéfique. Donc voilà, première chose, être explosif. Quand vous vous entraînez pour la force, mais peu importe le type de série, c'est bénéfique. Ensuite, deuxième chose, oui, dans une DUP, donc une périodisation ondulatoire, ça peut être intéressant d'avoir un jour d'explosivité assez léger, où on se concentre sur la vitesse d'exécution. Mais la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est parce que ça va permettre de réduire la fatigue, ça va être un jour de récupération active, première chose, et aussi ça va potentialiser, c'est marrant de dire les deux mots là-dessus, la suite, vos performances sur la séance suivante. Mais ce n'est pas le fait de devenir explosif qui va vous rendre fort, mais c'est plutôt que ça peut être intéressant dans un programme de force d'avoir quelques séries ou même un jour, si on a une fréquence assez élevée, où on va se concentrer plus sur la vitesse que sur la charge totale soulevée. Mais vous ne devriez jamais bâtir un mésocycle ayant pour objectif de vous rendre plus explosif pour ensuite espérer que ça vous rende plus fort. Ça, c'est quelque chose qui serait plus logique et qui est plus faisable et qui est plus fait avec pour moyen l'hypertrophie. Oui, on sait que sur la durée, sur le long terme, devenir plus musclé va vous donner le matériel pour être plus fort. Mais c'est moins évident pour l'explosivité. Ne cherchez pas à devenir explosif en pensant que ça va vous rendre plus fort. Ça marche plus dans le sens inverse. Mais oui, par contre, chercher à devenir un peu plus musclé pour devenir plus fort dans 6 mois, ça oui, c'est même avéré. Mais voilà, je pense que c'est ces deux choses qui, ces derniers mois, ces dernières années, ont pu faire croire que l'entraînement d'explosivité rendait fort. C'est qu'à la fois, oui, deux choses avérées, s'entraîner de façon explosive, ça vous rend plus fort, ça vous aide à faire des meilleurs gains de force, oui. Et deuxième chose, dans une DUP, ça peut être intéressant d'avoir un jour d'explosivité. Donc c'est ça la nuance à faire. Mais faut pas mettre un point d'honneur à travailler, à améliorer, à gagner en explosivité si vous voulez être fort. On n'est pas des haltérophiles, on est plus proche du power que de l'haltérophile. On ne cherche pas à développer exactement les mêmes qualités et ce n'est pas les mêmes efforts physiologiques de faire l'un ou l'autre. Donc cherchez à devenir fort si vous voulez devenir fort. Manipuler des charges lourdes la majorité du temps et accessoirement, dans une optique d'un jour de récupération active, utiliser un jour léger et explosif. Et sur toutes vos séries, cherchez à manipuler la charge de façon la plus explosive possible sur la phase concentrique. Mais c'est tout. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est pas... Je pense qu'aussi c'est une qualité qui est un truc à exploiter pour peu d'athlètes. Je pense que peu d'athlètes ont passé assez de temps à réellement développer leur masse musculaire, à réellement développer leur force, à réellement développer leur technique. Je pense que la technique elle sera beaucoup plus intéressante à travailler que l'explosivité, même si l'intention, comme on l'a dit, est toujours là. Et c'est vrai que voilà, tantôt quand je parlais de faire que les performances pouvaient se stagner ou parfois s'améliorer. Si on faisait tout un méso, ben voilà, c'est parce que c'est très interindividuel. Je pense que certaines personnes pourraient s'améliorer en force en faisant tout un méso d'explosivité.
Vitesse, je pense pas, parce que vitesse, quand on est vraiment dans la qualité de vitesse, on diminue quasiment à 30% de son RM. Et là, du coup, on n'a plus du tout à habituer à du lourd, tandis qu'en explosivité, on sera toujours sur du 60, 70, 70% de sa charge. Donc là, on peut quand même rester assez proche, mais bon, certains risquent clairement de se cracher. Et clairement, le bosser en coordination euh, avec son RM, et avec vraiment le but aussi de s'améliorer en force est plus intéressant. Par exemple, faire soit une DUP, on pourrait faire un top 7 et des séries en back-off ou un travail accessoire plus explosif dans ce but-là, quoi. Mais ça reste un outil intéressant à utiliser, mais je pense que beaucoup de gens ont d'autres outils à exploiter. Ok, bon, je pense qu'on a bien détaillé sur cette réponse. Bah, c'est une question qui m'a intéressé parce que je me faisais cette réflexion depuis à peu près un an. Je trouvais qu'on voyait beaucoup trop d'athlètes de lifting qui disaient ah, aujourd'hui on fait un jour vitesse, on travaille avec des élastiques, on fait du posé, oh là là, vraiment on baisse à fond la charge et ouah, je m'envole vraiment sur mes dips à 10 kilos. Je travaille l'explosivité, je m'entraîne de façon intelligente, ça va me rendre trop fort. Acheter mes programmes. Voilà. Non, Ouais. il n'y a pas besoin de faire de l'explosivité pour être fort. Bon, peut-être pour être le plus fort possible, ça peut être intéressant d'avoir parfois un jour d'explosivité. Ça peut être intéressant aussi dans le cadre d'un déload réactif. Si sur une séance, vraiment, ça ne se passe pas comme prévu, vous pouvez finir la séance sur très peu de volume, avec une exécution un petit peu explosive et des charges assez légères, mais c'est vraiment pas le focus quand on cherche à gagner en force. Ok, bientôt 37 minutes de podcast. Alors, il y avait une question personnelle. Il y a Antoine Dalaman qui m'a demandé tu fais quoi en ce moment? Tu n'es plus actif? Point d'interrogation. Je m'entraîne toujours. Juste, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, même aucune ces 3 derniers mois. Je fais assez peu de stories parce que et j'ai plus que ma caméra frontale qui fonctionne sur mon téléphone. L'autre est morte. Enfin, la netteté se fait plus, donc c'est plus compliqué de faire des stories. Et puis, j'ai jamais été très actif tout court sur Instagram. Mais je m'entraîne toujours. Je m'entraîne toujours. Là, les objectifs, c'est. Enfin, il n'y a pas de date, il n'y a pas de deadline, mais c'est de reprogresser en strength, reconstruire pas mal de muscles. Et on verra dans 3 mois où j'en suis, parce que ça a été assez peu fructueux ces dernières semaines d'entraînement. Mais je m'entraîne toujours, je suis toujours en vie. Je suis toujours des études de nutrition. Vous en saurez plus prochainement. Mais tout va bien. Je suis encore en vie. Je m'entraîne encore. Tout est bon. Pour le prochain épisode, moi je pense qu'on pourrait essayer de donner goût aux auditeurs en leur teasant légèrement les questions. Comme ça, ils auront hâte d'aller suivre ce prochain épisode parce que c'est des questions très intéressantes. Ah oui. Du coup, je vais vous les citer maintenant. On citera les auteurs de ces questions dans le prochain épisode. Donc, on va parler de RPE et de figures statiques. Le RPE à appliquer en fonction de ses objectifs. Si on veut travailler plutôt en force, à quel RPE on va travailler, en hypertrophie, en maintenance. Est-ce qu'il sera possible de maintenir des figures statiques, donc vraiment des halls isométriques, en faisant des variantes dynamiques et en négligeant l'exercice isométrique pour le plaisir et la variété? Et une autre question sur la longueur des membres, sur des mouvements spécifiques comme du dips ou autre. Donc, restez vraiment alerte parce que ça va être des belles questions. Donc, on était content d'avoir ce type de questions. Ça montre vraiment le level de notre podcast qui est chaud. On a commencé en ayant des auditeurs qui avaient 80 de QI, et puis progressivement, on les a rendus de plus en plus intelligents, et plus ils sont intelligents, plus ils posent des questions intelligentes, et plus les questions sont intelligentes, plus les réponses sont intelligentes, et ce qui fait que là, on a des auditeurs qui ont environ 180 de QI, du coup, des questions très compliquées, ce qui vous permettent à nouveau, la boucle est bouclée, de devenir encore plus intelligent. Donc ça va vraiment très très loin. Bientôt, ce sera nous qui poserons des questions aux auditeurs.
tellement leur cerveau seront énormes. C'est tout pour ce... C'était combien? 34e épisode du Calisthenics Science Podcast. On vous dit à bientôt, mais vraiment à très bientôt. Ouais, Le normalement. 35e, dans lequel on répondra donc à ces quelques questions qu'on vous a teasées à l'instant. Au revoir, mesdames, messieurs. Salut.